Alors, juste pour vous situer l'enjeu, on s'attend à ce qu'il y ait 5 milliards d'objets connectés dans nos domiciles. Donc le Wi-Fi est le plus connu, les téléconnectés sont également importantes. Vous avez maintenant des ampoules connectées, vous avez des prises connectées, vous avez des balances connectées, vous avez des serrures connectées, il y a des caméras connectées. Et le sujet dont nous discutons montre à quel point nous-mêmes qui sommes des experts, nous sommes encore en phase d'apprentissage. Et on n'est pas forcément conscient des risques. Et chaque personne qui est là, qui achète un équipement connecté, peut se retrouver contre sa volonté partie à une attaque, qu'elle soit d'ordre terroriste ou qu'elle soit destinée à nuire aux intérêts d'une entreprise ou d'une municipalité, ou tout simplement à obtenir une rançon. Et donc c'est un sujet d'actualité parce qu'on parle de la sécurité des villes connectées, mais dans les villes, il y a des habitats, dans les habitats, il y a des citoyens qui vivent et qui déploient ces équipements, et nous avons une responsabilité collective. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un deuxième tour pour voir quelles sont ces méthodes qui permettent de sécuriser les habitats et de faire en sorte que les citoyens ne deviennent pas, malgré eux, des participants à des actions hostiles. Alors, Guiraud, suite à cet échange, vous préconiseriez de faire quoi pour sécuriser des équipements ? Nous avons... Je rebondis tout à fait sur votre suggestion concernant la gestion des mots de passe. On a une grande paresse en termes d'organisation pour protéger nos équipements. Et votre point sur la responsabilité légale et collective est extrêmement intéressant. Parce qu'en effet, on retombe en termes de droit sur les dommages causés par la chose et on devient une chaîne involontaire d'attaques sur nos semblables. Donc en effet, il est important que l'on puisse faire passer cette difficulté de créer de la sécurité en simplifiant par la technologie la mise en place soit de mots de passe, mais plutôt de routines informatiques permettant que nos objets soient sécurisés. Mais c'est important que ceci passe par la formation et par l'éducation. Je pense qu'aujourd'hui, tout à l'heure, il était dit que dans les écoles de Nice, il y avait des informations et des sensibilisations sur la sécurité. Je pense que c'est quelque chose qui doit être renforcé, car nos enfants sont très peu sensibles, je trouve, ici en France, à ces aspects-là. Et je pense que l'éducation doit passer là-dedans. Merci. Philippe, en ce qui vous concerne, vous êtes finalement déjà le plus avancé de nous tous, hein, puisque vous utilisez un dongle pour gérer vos mots de passe. Si vous deviez donner un conseil simple à l'audience sur les risques et les précautions élémentaires, vous diriez quoi ? Alors ça ne peut pas être simple, parce que le niveau des attaques est de plus en plus sophistiqué, donc c'est une illusion de croire que simplement remplacer un mot de passe par quelque chose de plus solide, c'est la base, mais il manque beaucoup de choses pour sécuriser les objets. Donc si vous me laissez 5 minutes, je pourrais un peu vous dire les choses essentielles, mais c'est compliqué, c'est-à-dire on peut plus improviser. Je vous donne un petit élément d'histoire. En 2005, j'avais alerté, j'ai travaillé 15 ans à l'ANSSI, donc ce qui est devenu l'agence, et j'avais alerté en 2005 sur la vulnérabilité des systèmes industriels, les fameux SCADA. Il ne s'est strictement rien passé. J'étais monté jusqu'au cabinet du ministre, pour dire quand même que l'alerte était là. Il ne s'est rien passé jusqu'à Stuxnet. Et puis la France a pris ça à bras-le-corps, et puis depuis 2 ans maintenant, je crois qu'on est le premier pays au monde à avoir des mesures de sécurité qui sont inscrites dans la loi et qui s'appliquent à des opérateurs d'importance vitale, qui sont les critical infrastructure partout ailleurs dans le monde. Et on est le premier pays au monde à avoir ça dans la loi. Et c'est 17 mesures, etc. Donc il n'y a pas de réponse simple. Là, je parle pour ceux qui développent les objets connectés. Il y a une très grande inventivité en France. Moi, en ce moment, je fais la tournée. Là, j'étais la semaine dernière à Strasbourg, je vais aller à Lyon. Je fais la tournée pour alerter, pour dire c'est le moment. On ne peut pas concevoir un objet connecté sans mettre la fonction de sécurité. C'est une fonction. Hein, c'est pas quelque chose qui s'impose, c'est une fonction. Si on ne fait pas ça, on ne vendra pas d'objets connectés, on n'aura pas une industrie française digne de ce nom dans ces sujets-là, et on ira à la catastrophe. Alors la catastrophe, je vous donne un petit exemple. J'étais la semaine dernière à Strasbourg avec le CERT UBIC, il y a un CERT qui s'occupe d'objets connectés en France, et donc qui fait des travaux sur des objets connectés. Ils ont travaillé sur un glucomètre, je ne sais pas si vous voyez, c'est pour les diabétiques, c'est quelque chose qui mesure le taux de sucre et qui l'envoie à l'hopital. Et puis dans peu de temps... je vous interromps, on reprendra peut-être le sujet juste un peu plus tard, mais bon, je voudrais que... Je prendrai. Mais donc la chose la plus simple déjà, c'est de dire,
On ne peut pas concevoir un système, un objet connecté, sans mettre la sécurité au début. Si on ne le met pas au début, on va à la catastrophe. On le met rarement au début. On parlait du Wi-Fi tout à l'heure. Le Wi-Fi n'était pas très sécure au début parce que la crypto a été mal faite, etc. Et on n'a pas mis la sécurité au début du développement. Et ça, c'est le principal message, c'est sécurité au début du développement. Merci. Cameron, est-ce que vous pensez qu'on devrait souscrire une assurance ou que finalement c'est la responsabilité du fabricant ou de l'opérateur télécom? Jusqu'où pensez-vous que le consommateur doit être impliqué et responsable? So I agree with the comments by my colleague here because the responsibility for some of these vulnerabilities does rest with the manufacturer as well as the consumer. The consumers obviously have to be made aware, education campaigns in schools, public service. But ultimately, if you are designing that next TV or that next car, as we're going to talk about later, or that next home, let's make sure that it has the appropriate safeguards. Just like when you put any other feature on a device or an appliance, there's the appropriate checks. I mean, when we first came up with, if you will, airbags on cars, right? There was all sorts of issues perhaps with airbags exploding and hurting people. Pressure was put back on the manufacturers and they got better and better, and now it's mandatory in many cars. So I think, as you see, instead of airbags being a threat, as perhaps they were at the very beginning, now they're obviously mandatory and you wouldn't even think of getting in a car without one. I think that's how we have to take the vulnerabilities in cybersecurity and turn it into an absolute must. Thank you. Jonathan, c'est quoi le prochain objet connecté que tu vas acheter et est-ce que tu vas avoir une attention particulière sur ces sujets? Et si oui, quels critères seront les tiens? Alors, moi, le seul objet connecté que j'ai aujourd'hui et que j'utilise au quotidien, c'est le smartphone, notamment pour ses principes de géolocalisation et dans le cadre de ce que j'en fais avec mon application. Je rejoins le côté prévention, le côté formation, le côté éducation des populations. C'est très optimiste, presque utopiste, puisqu'on le voit même, nous-mêmes, experts, entre guillemets, on n'est absolument pas ni équipés ni formés à ces préventions des objets connectés. Par contre, ce qui est important, c'est de pouvoir déceler les signaux faibles. Et lorsqu'ils sont décelés, de pouvoir les qualifier, les transmettre aux autorités compétentes. Et à ce moment-là, ils doivent avoir cette capacité d'informer les populations concernées et en temps réel de leur envoyer l'infographie et l'éducation qui leur permettent de gérer ces situations et de mieux y faire face. Merci. Rafi, vous auriez un conseil à donner pour qu'une maison soit plus protégée et que ses habitants ne soient pas des hackers qui s'ignorent? I'm not sure I'm the best person to give advice, but I think everybody needs to be more aware of what's out there, and things are going to change. You know, what the threat is today, it's not going to be the threat of next week or next year. So it's to, get services whenever you can, like, antivirus, and change your passwords and things that are just common practice. Be more intelligent about it, rather than just praying or thinking nothing is going to happen to you. Same like in health, you need to invest in order to be more safe. Thank you. Peut-être juste pour terminer sur ce premier sujet et continuer de partager un peu de retour d'expérience. Les objets connectés, c'est trois choses. C'est des réseaux, c'est des puces qui communiquent et c'est des systèmes d'exploitation. Et il y a des failles de sécurité à chacun de ces endroits. Il y a des failles de sécurité dans les réseaux. On peut intercepter des communications téléphoniques, on peut capter des échanges de données sur les réseaux mobiles. C'est un peu plus difficile sur les réseaux fixes, mais ça se produit aussi. C'est des puces qui dialoguent, donc des puces Bluetooth, des puces Wi-Fi, mais d'autres types de protocoles, Zigbee, par exemple, pour tout ce qui est maison connectée. Et enfin, c'est des systèmes d'exploitation. Chacun des équipements que nous utilisons utilise différents types de systèmes d'exploitation. Alors, les plus connus, c'est Android, c'est iOS, mais dans chaque équipement, il peut y avoir une version de Linux ou tel bout de logiciel qui est spécifique. Et si on reprend la discussion dans le panel,
où est-ce que vous voyez le risque le plus important et finalement, où est-ce que vous voyez la sécurité la plus rapide et la moins coûteuse? Plutôt sur la partie réseau, donc tout ce qui est firewall, cryptage, plutôt sur la partie sécurisation des accès, donc mot de passe, protocole, ou plutôt sur le choix des équipements et donc finalement la responsabilité de bien regarder ce qu'on achète, où est-ce que ça a été fabriqué. Vous citiez l'exemple des caméras qui ont acheté OVH, plus de 80% venaient du même fabricant, qui était un fabricant chinois, qui a utilisé un mot de passe générique, et donc il y a eu un botnet dans le dark web qui s'est très facilement constitué. Et donc voilà, Cameron, par exemple, vous diriez qu'il faut sécuriser prioritairement quel niveau? You know, the physical security, there's a lot there already, and I think we're going to see really quickly even more advances there. I mean, we already have fingerprint identification. Systems now recognize face, facial expressions, recognize retina, and even voice, recognizing voice. I mean, those are all ready to deploy right now, and those technologies IBM and other places are working on. So I'm not worried about physical security. It's then once they're, if they don't have access to the actual device, if they're trying to hack in from somewhere else, that's where we really have to work. But, you know, the advantages of us being all connected is that we can learn from each other. So if I'm being exposed to some sort of attack, maybe there was somebody across the world that was exposed to the same attack. And if I have a system now that can monitor that very quickly, can learn from it, and then can advise based on what other attacks going on, then that helps me. So that's kind of some of the things we're talking about at IBM in terms of augmenting our intelligence with some of these cognitive systems. Thank you. Jonathan? Je dirais qu'il est nécessaire de prioriser probablement les réseaux virtuels, mais c'est d'abord une combinaison de ces outils, une sécurisation complète et conjointe de ces outils qui permettent d'assurer la meilleure sécurisation possible. J'en prends en référence, en l'occurrence, la ville de Marseille qui développe un certain nombre d'outils de sécurisation de ses citoyens sur différents réseaux, justement pour éviter toute mutualisation des éléments informatiques qui pourraient mener très rapidement un blackout total de l'information. Merci. Géraud? Une chose importante, c'est tout de même d'avoir une attention particulière sur le hardware que l'on achète, sur les origines du hard et les certifications que l'on peut avoir là-dessus. Et pour ce qui est des entreprises françaises, je tiens à mentionner que, même s'il y a beaucoup de consultants extrêmement efficaces là-dessus, elles ont tout de même une aide fantastique avec l'ANSSI, qui a déjà été citée, et qui fait l'effort de recruter et de positionner des correspondants en région, ce qui est précieux, parce qu'il y a tout de même du contact humain qui est important. Et puis dans les services de l'État, il y a aussi la DZRI, qui assure un travail d'évangélisation, d'explication aux entreprises, qui est extrêmement précieux, parce qu'on peut avoir le meilleur directeur de sécurité informatique au monde dans son entreprise. Si on a un employé qui ramasse dans le parking par terre une clé USB et qui la branche sur son ordi pour voir s'il y a des photos croustillantes dedans, on a tout perdu. Donc ce côté de protection et de disponibilité des services de l'État est important. Et je pense que c'est important que nos entreprises sachent que c'est disponible. Oui, je partage cet avis. Rafi, est-ce que vous pensez qu'on doit d'abord sécuriser l'accès Internet à domicile ou plutôt choisir un bon fournisseur? Qu'est-ce que vous feriez, vous, pour votre maison? I think one interesting aspect that we are not aware of is that the equipment we are buying is far more competent than it used to be. And I'll give you two examples. One is today a lot of the TVs are not just showing you on the screen, they are also for video conferencing or for other purposes are filming you. So if you walk undecent in your living room, okay, some people may be watching you. The other interesting similar example is I went to buy, you know what iRobot is, or Roomba, you know, this cleaning thing. And they offered me a very sophisticated new one that it takes pictures in order to know what areas it already visited, in order that it won't visit it again, and so on. And it also has communication so that you can control it from your smartphone or whatever.
Okay, and my wife was excited about it. And then I thought about it that if somebody is taking control over it, it can walk into your bathroom while you're there and take pictures and deliver it to the whole world and so on. So a lot of the innocent devices we have in our home are not that innocent anymore. So we need to be aware of that. Thank you very much. Philippe? Oui, j'utilisais il y a quelques années l'image du congélateur connecté. Et j'imaginais un programme malveillant qui, pendant que vous n'êtes pas là, qui l'éteint et qui le rallume quand vous arrivez et qui empoisonne toute la famille. C'était comme ça, c'était un exemple qui marquait un peu, j'aime bien un peu pousser les choses, mais les frigos sont connectés, se sont mis déjà à attaquer, à servir de ce qu'on appelle de botnet, de réseau de machines compromises. Mais pour être plus sérieux, moi j'ai deux craintes, c'est autour de la santé connectée et puis après du transport connecté. On a encore un peu plus de temps, mais la santé connectée, je parlais de ce glucomètre, on peut très facilement falsifier les données puisque c'est transmis en clair. Et si vous avez une pompe à insuline pilotée par l'hôpital qui est dans le malade, vous pouvez le tuer. Donc c'est quelque chose. Est-ce qu'il faudra attendre qu'il y ait des morts pour mettre de la sécurité dans les objets? Je ne l'espère pas. J'espère qu'on aura pris conscience avant. Sur le transport connecté, la plus grande difficulté, en sécurité, on fait ce qu'on appelle des mises à jour de sécurité. Vous avez tous, sur vos PC, vous connaissez le Patch Tuesday. Il y a des mises à jour toutes les semaines parce que les gens qui programment font des erreurs toutes les 1000 lignes, toutes les 10 000 lignes de code et qu'il faut les corriger. Et on parle là de safe cities. Le problème de la safety, de la sûreté de fonctionnement, c'est que quand on a certifié un logiciel qui va de frein ou de choses comme ça, on n'a plus le droit d'y toucher. Donc on a un problème, c'est il faut mettre à jour et puis il ne faut pas transformer les propriétés de sûreté de fonctionnement. C'est difficile. C'est un sujet de recherche qui n'est pas totalement résolu, qui ne le sera peut-être jamais. Qu'on va aborder voilà. dans la troisième partie de manière détaillée. Je voudrais juste sur le sujet des objets connectés et de l'usage que nous tous en faisons terminer sur une question. Est-ce que vous pensez que nous devrions donner un accès à ces objets aux forces de sécurité? Est-ce que vous pensez que nous devrions partager l'utilisation de nos capteurs, par exemple un détecteur de fumée, par exemple une caméra connectée qui identifie qu'il y a une intrusion? Est-ce que nous devrions accepter que les forces de l'ordre aient accès à ces données de nos objets dans nos foyers pour plus de sécurité? Cameron? Yes, very controversial topic. As you may know about the Alexa case, where Alexa was obviously perhaps witness to an incident in the U.S. So, I think there's definitely going to have to be some further regulations on how and when to give access to the forces. I mean, there can't be just a blanket statement. No way, and this is private data. On the other hand, there can't be a blanket statement saying if the police demands it for Homeland Security or whatever, then you have to hand it over. So I think there's going to have to be more discussion on this to try and figure out what are the right circumstances. Is it to save a life? If it's to save a life, and then you have to hand over information. Is it to prevent some sort of a terrorism or homeland security issue? I mean, there's always going to be these shades of gray where it's hard to prove exactly what you need and why you need it. And so I think blanket control given to the police forces on these devices is going to be very difficult. Rafi? Sorry. I would say it really varies. For instance, something like a smoke detector, I see no problem in, by this getting an early alert of a fire or whatever, that things that are more naive, in a sense, are going to be connected. But something like cameras and so on, I would say only after the fact for investigation, but otherwise it's Big Brother, big time. Indeed. Jonathan? C'est vrai que cela dépend des objets connectés. Il y en a qui font plus peur que d'autres, hein. Néanmoins, on est presque là dans une réécriture constitutionnelle, hein. C'est une vraie question de mentalité. Ça n'arrivera pas demain matin. Moi, je crois plus aujourd'hui, hein, pour régler les problèmes d'aujourd'hui, à rendre le citoyen acteur lui-même de sa sûreté et de lui donner des capacités de communication horizontale et transversale. Et ensuite, lorsque la Constitution nous le permettra, peut-être de pouvoir un accès direct à nos objets connectés.
Géo? Jonathan a eu raison de mentionner la Constitution. Il y a un problème d'acceptabilité sociétale, bien évidemment. Nous évoluons vers celui-ci. Et on peut regarder avec intérêt, par exemple, ce qu'ont fait les Britanniques avec la gestion de leurs services secrets. Je m'explique. Plutôt que d'avoir un service secret sur lequel le contrôle était assuré par une commission un peu inconnue du public, les Britanniques ont choisi d'assurer le contrôle par une personne extérieure, par un avocat, qui était connu et qui était vraiment bien relié à la société civile. Donc c'est important, me semble-t-il, de travailler sur cette acceptabilité par le public. Donc pour moi, la réponse, c'est plutôt oui, c'est important pour sauver des vies, comme le disait Cameron, que l'on puisse permettre aux forces de l'ordre un accès à ces objets. Par contre, c'est fondamental que l'on organise correctement la surveillance et la limitation de l'intrusion de l'État dans la vie des personnes privées. Philippe, vous donneriez accès à votre détecteur de fumée? Oui, parce qu'il y a des objets qui n'ont aucune valeur sentimentale et qui se vendent assez mal d'ailleurs. Donc mon détecteur de fumée, pas de problème. Mais il y a un autre problème, c'est qu'il y aura 500 millions d'applications sur nos smartphones qui vont gérer ces objets. Je ne vois pas très bien comment les forces de police vont pouvoir gérer ce big data. Il y a tout un mirage du big data. Il faut faire très attention avec le big data. Hein, j'ai regardé ça de très près. Le mirage, c'est pas parce que vous avez énormément de données que vous allez forcément trouver ce qu'on appelle les signaux faibles, qui sont les incidents de sécurité. Et puis, quand on a beaucoup de données, on peut corréler tout et n'importe quoi. Et ça peut devenir dangereux. C'est-à-dire, on peut arriver à la conclusion d'une manière non scientifique. Donc, il faut faire attention à tout ça. Bon, on va parler mais pour les objets comme ça, pour l'incendie ou des choses comme ça, je crois qu'il y a des expériences en cours à New York, etc. Donc ça, c'est à tester dans les villes.